Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer un petit peu bizarrement. Avant de dire bonjour, vous allez me dire si au niveau du son, tout est bon pour vous ou pas. Donc on va parler un petit peu et je vais présenter mes invités. Du coup, ce soir, comme vous avez pu le voir, on l'a mis un petit peu partout. On va faire un récap du German Open sur lequel Baba et Alex ont été ce week-end. Donc German Open, pour ceux qui ne situent pas, c'est l'équivalent d'un national d'il y a 5-6 ans. Donc 512 joueurs, si je dis pas de conneries pour celui-là. Donc on est sur des WCQ qui sont quand même assez importants, qui ont pour but de ramener énormément de points. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde qui se déplace et qu'on voit des figures un peu internationales sur ce genre d'event. Nos deux joueurs ont décidé d'y aller. Ça a bien marché, voire très bien pour l'un d'entre eux. Donc Baba qui a fait 8-1 et Stefanini qui a failli être un héros national, mais on vous racontera la péripétie parce qu'elle est quand même Gucci, qui a fini sur un 6-1. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je tiens à préciser un truc, c'est que tu m'appelles Alex sur ton stream, mais je suis marqué Stefanini sur le titre. Hein. Si ça, voilà, y a pas de. C'est vrai, Appelez-moi par mon prénom. c'est vrai, mais tout le monde connaît El Stefanini. Aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, j'ai expliqué un petit peu le programme, comment il allait se passer aux gars off-stream juste avant. On va faire le décryptage avec vous. Du coup, 6 étapes, comme ce qu'on avait fait avec Pierre. Sur le dernier, on fait le point qu'on a fait. On va faire un débrief du German Open, donc grosso modo, comment s'est passée l'organisation, le ressenti des gars dessus, les decks qu'ils ont choisis. On va vous montrer les decklists qu'ils ont choisi de jouer, les différences qu'il y a entre les deux decklists qui sont quasi nul de ce que j'ai capté, peut-être au niveau du side où vous avez le plus de différences et encore. Mais Ouais, y a quelques différences, mais sur le fond, c'est la même chose, quoi. sur le fond, c'est plus du. J'ai l'impression plus du personnel préférence vis-à-vis de comment vous jouez, comment vous attaquez vos games tous les deux. Les match-ups que vous avez eu lors du tournoi, les changements que vous apporteriez à vos decks, et puis petit moment conclusion. Donc, grosso modo, ce qu'il y a écrit devant vos écrans. Du coup, messieurs, parlez-nous un peu de votre event. Qui y va en premier? Est-ce que Alex, est-ce que Baba? Dites-moi. Mon papa t'a C'est parfait, bon. je te laisse commencer. Pour moi, très bon événement. 10e. Alors, J'y vais aller. tu coupes un peu. Tu coupes un peu, on va pas se mentir. On a Bon, je entendu. crois que je vais devoir démarrer parce qu'il va falloir que Baba règle ses problèmes de micro, je pense. Ça va mieux ou pas? Ça va Non, pas non, mieux. ça coûte toujours autant. Ouais, on te laisse gérer ça, je vais prendre le fil, t'inquiète. Bah écoute, mon event à moi, bien passé hein, dans l'ensemble, hein, si on fait les choses overall. Mhm. Un event que je voulais faire depuis un petit moment, qu'on m'avait vendu un peu du rêve dessus, donc je me suis dit tiens on va aller le faire cette fois-ci. Bon le score est ce qu'il est à la fin, mais non un event cool. Bon il y a eu 2-3 petites péripéties, que ce soit du début du tournoi où les tables sont très très rapprochées, on n'avait pas de place pour jouer ni pour s'asseoir, mais ça c'est encore autre chose. Mais sinon, l'event en lui-même, les match-up, ce qu'on a joué, c'était plus ou moins prévu en amont. Donc, ce sur quoi on avait tablé, ce qui s'est passé globalement. Donc, sur la préparation, c'était plus ou moins ok, quoi. Ouais, grosso modo, le deck a répondu à ce pourquoi vous l'aviez build. Alors toi en plus, alors on en parlera un petit peu après, mais t'as eu un event qui est quand même relativement particulier Ouais, bon. vis-à-vis de celui de Baba. Alors on rentrera un petit peu dans le détail un petit peu plus tard, mais t'as eu un event quand même qui est cocasse, on va pas se Ouais, mentir. alors il est cocasse à partir du moment où j'entre sur ma première ronde, jusqu'à mes match-up, jusqu'à mes pairings, jusqu'à mon score final en fait. Il n'y a pas de. Il y a rien qui est normal sur cet event, donc bon. Ouais, t'as eu un event qui sortait du lot, on va pas se mentir. Nous, on le suivait d'un petit peu de loin, et même en le suivant de loin, il y a eu des choses. Alors, on a appris quelque chose avec toi, d'ailleurs, ce week-end. C'est que tu peux te faire pairer 2 fois contre le même adversaire. Ah vraiment, ouais, il n'y a pas de. Même Euh, moi, je pensais pas que c'était possible, tu vois, ouais, mais. je pensais pas non plus. On expliquera au chat en plus pourquoi c'est encore plus cocasse, mais on en reparlera lors des match-ups. Mais ouais, t'as été pairé 2 fois contre le même adversaire, round 4 et 9. Et 9, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, Bizarrement, en plus, c'était la ronde 4, j'étais à côté des mêmes personnes, et à la ronde 9, j'étais à côté des mêmes personnes également. Genre, t'as rien qui allait.
Ouais, mais grosso modo, c'était un event qui était intéressant pour toi? Ouais, c'était intéressant. Comme j'ai dit juste avant, je voulais le faire depuis un moment. Je voulais aussi voir à quoi ça ressemblait. Et puis de toute façon, pour voir un peu comment évolue la méta post-ban list et en début de format, c'est toujours bien de se déplacer un peu parce que c'est pas à ton décès que tu vas te rendre compte comment a shifté la méta, quoi. Ouais, totalement. Et alors, petite question aussi, en tant qu'expérience de joueur, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que on a tendance à... Enfin, c'est des events qui sont quand même vachement lourds en termes de présence sur les top tables avec les joueurs qu'on peut avoir. Alors notamment, il y avait des Daniel Hartmann, des Zio Mundry, des Julius Schwarzkopf. On avait aussi des Félix Pfeiffer qui ont gagné. Schmitt, Schmidt, on avait Nets, il y a mine de rien en français, il y avait Samir, Ryan, Baba, Gabriel. Enfin, c'est des events où on voit quand même des fleurons européens qui se déplacent. Je pense que si Nets s'est déplacé, il doit y avoir aussi d'autres personnes. Euh... Schwarzkopf, c'est Lane Schulter, ça allait bien, Vince. Ah bah, tu sais Bon, que ceux Nets, qui pour ont la- rigoler, il s'est déplacé, mais je l'ai croisé du coup 3 fois à côté de lui à table, et à chaque fois, à la fin de la game, c'est putain, pourquoi je me déplace pour ces tournois-là? Je lui dis, à un moment, je lui dis, parce que t'aimes le jeu, il fait, ah non, 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 il faut des points, c'est tout. Ok, mec, ça marche très bien. Mais, enfin, toi Oui, qui. c'est ça, en résumé, c'est tout se retrouve, se sont dans, Hmm. à part les Italiens qui eux avaient leur. L'Europen. Ouais, alors tu coupes beaucoup, Baba, mais je pense que si tu voulais dire que tu te trouves là pour faire des points et que le German Open c'est le meilleur moment pour récupérer des points, Enfin, que grosso modo, toute la j'imagine. partie nord-européenne. Euh, ah, putain, le micro. Dans le chat, ça commence Ah, déjà à vraiment. tacler, genre vraiment les frérots. Non, Ah mais là c'est là. dingue parce que sur les soirées training, Baba il arrive toujours à récupérer un semblant de connexion pour qu'on puisse se comprendre. Et là, ça fait 20 minutes que c'est pareil, genre y a pas Mais de. en plus de ça, enfin, ce qui est assez marrant, c'est que à chaque fois qu'il y a des invités où on fait un débrief sur quelque chose, la plupart du temps, il y a un problème de son quelque part. Et, et c'est un peu le fil rouge de la chaîne. Enfin, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que ces événements-là, c'est des événements qui ont tendance à ramener énormément de monde. C'est en plus des événements qui sont relativement frais, puisque les premiers Open, ils ont eu lieu il y a 2 ans avec le UK Open où il y avait eu pas loin de 700 joueurs qui avaient été faits c'était à Londres, première partie de l'année, donc c'était février, enfin mars-février dans ces eaux-là, qui avait. C'est très très drôle pour l'Angleterre. Et bah, nickel, on t'a parfaitement entendu, le micro est de Eh, retour. incroyable, incroyable. Du coup, bah, vu que ton micro est de retour, parle-nous de ton event, Baba. Ouais, bon, donc l'event c'est très bien passé. Je finis 8-1, 8-1 7ème des rondes, donc j'y allais pour faire des points. C'est le thème récurrent, je pense, de toute la fin de saison. Mhm. Donc je jouais Rescue Ace parce que j'avais pas envie, pendant ce format de un mois, j'avais pas envie de changer sur quelque chose. Par exemple, Labyrinth qui était annoncé comme le meilleur deck, le tester, le prendre en main, le jouer pendant un mois pour ensuite switch sur vraisemblablement un deck feu. Mhm. Donc je suis resté sur Rescue Ace, même si la banlist ne l'a pas laissé indemne. Il est moins fort qu'avant, moins snap, moins résilient au trap, mais on s'aperçoit au final dans la méta qu'il est pas pire que le reste, pas moins fort que le reste. Fire King par exemple, je trouve pas bien au-dessus. Et donc j'étais pas surpris de voir que beaucoup de monde avait déjà switch sur Fire King, il y en avait énormément. Et quand c'était pas Fire King, c'était du Labyrinthe. Donc ça a beau être un régio, il y avait quand même une méta assez dense, je dirais. Est-ce que tu penses que Voilà, voilà. de façon physique, c'est peut-être les events qui se rapprochent le plus du meilleur entraînement possible pour préparer des majors? Ah oui, bah, tout à fait. C'est bien pour ça que ouais, j'aime bien jouer en Allemagne parce que il y a en France, même si on ne connaît pas son adversaire, il va y avoir comme une certaine familiarité entre guillemets Mhm. entre Français, alors que là, bah, les joueurs on les connaît pas, ils nous connaissent pas forcément non plus. Et donc ouais, c'est vrai que ça, c'est ce qui se rapproche le plus d'un IRX7. Ouais, tu veux dire que le rapport humain que tu as avec la personne en face de toi te permet de
vraiment rester concentré sur l'objectif qui est à savoir la gagne et que cet aspect de familiarité n'est pas là pour te sortir potentiellement de ta game. En condition, Bah en fait, oui, c'est ça, hein. je dirais ouais que à jouer contre des étrangers donc qu'on connaît pas, on peut être plus sérieux qu'une personne dont on connaîtrait le niveau, qu'il soit bon ou moins bon. Alors, du coup, j'ai une vraie question qui se pose. Est-ce que dans ces moments-là, quand tu te retrouves face à un étranger, t'as le côté un peu Cocorico, on représente un pays aussi là-bas. Et que Bah, c'est vrai que c'est toujours amusant. Je me souviens, c'était la ronde 7. On était sur les 2 premières tables. Il y avait 3 Français, donc Gab, Ryan et moi. Et oui, il est toujours agréable à constater de se faire la remarque. Ouais, puis de toute Bon, et façon, là, quand c'était on pas, enlève là, c'était la pas la veste, ronde 9. donc, quand on enlève la veste, il y a le drapeau quand même sur le t-shirt, hein, donc bon, Ah oui, oui, oui. à partir de là, alors c'est pas faux, mais en plus de ça, maintenant que tu nous donnes l'insight que sur les deux premières tables, il y avait 3 Français, j'ai encore plus le mort sur Lampi qui a pas passé un seul Français, alors que ah vraiment. en round 7, Alors, on était alors, quand même au alors, sommet, alors, quoi. alors qu'à un moment, je crois que le Ryan, il était à 7-0 et le Gab aussi, hein. Je crois, si je dis pas de bêtises. Donc à un moment donné, bon, Ryan 7-0 et Gab 6, hein, si je me ouais, trompe ok. Enfin, genre, c'est. Bon, C'est- enfin, ils sont en Allemagne, ils font ce qu'ils veulent, mais Mais bon. alors, on va soulever aussi l'initiative de Vince, qui a été de faire un tweet qui. Moi, il y a eu des réactions dessus qui m'ont fait Il a vraiment. pas marché le Qui tweet, hein. m'ont fait vraiment Il a rire. suscité des réponses, mais. Ouais, mais en fait, ce qui est trop bien avec ce genre d'initiative, c'est que tu crées ces espèces de petites rivalités. C'est de ce genre de petite merde que ça part et où le jeu se évolue et où tu crées de l'engouement et où tu crées un rattachement. Enfin, puis on va pas se mentir, les Français dans tout ce qui est jeu de compétition, que ce soit sur de l'e-sport ou dès qu'il s'agit de représenter le pays, bon, on commence à gueuler. On n'est pas les dernières grandes gueules de la machine sur ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que ce genre de sport en France et ce genre de compétition, de passion, ça crée énormément d'engouement parce que bah, on est dedans, quoi. Enfin, on pourra reparler de l'Europe ou de ce genre de choses, mais je pense que quand tu arrives en top table, tu joues pour toi, mais tu te dis aussi derrière, t'es pas tout seul, il y a énormément de gens qui sont derrière et qui te soutiennent, et ça doit faire un peu chaud au cœur quand ça arrive. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez, vous. Enfin, moi, j'ai jamais ressenti ça. Alex, peut-être pas, mais Baba, toi qui as peut-être été le plus proche de ressentir ce genre de choses, quand par exemple t'as fait ton top 8 à l'Europe, bon, j'imagine que ça doit faire chaud au cœur quand tu vois tout le monde qui te soutient derrière, quoi. Ouais, bien sûr, bon, on joue d'abord pour soi, après pour l'équipe, et c'est vrai qu'en prime, on peut avoir joué pour le pays. C'est vrai qu'il y a une petite guerre, je pense, très saine à se dire, essayer de faire le meilleur que le pays d'à côté. D'avoir le plus à chaque fois, on regarde le nombre de représentants en top, ce genre de choses. Je pense que c'est très simple. Ouais, Et totalement. la perf, elle est individuelle, comme il a dit Baba, mais le nombre d'heures qu'il y a avant à discuter, à préparer, à playtest, à machin, enfin, la perf, elle est aussi un petit peu collective à ce niveau-là, donc c'est bien aussi, quoi. Ok, ok. C'est que tout le monde a participé quelque part, quoi. Bah, en fait, l'avantage des équipes, et c'est le truc qu'on revoit le plus arriver dernièrement dans Yu-Gi-Oh!, c'est que ça te fait gagner un gain de temps sur certaines réflexions. C'est-à-dire que tu peux pas, toi tout seul, je pense que tu ne peux pas couvrir une méta aussi bien que comment tu vas le couvrir en équipe, où tu vas avoir des trucs un peu sombres d'internet que tu vas pouvoir Ah, aller chercher, des decks sur lesquels tu vas pas avoir pensé un move, vu qu'il y a d'autres personnes qui vont penser dessus, pas des. à la même vitesse, en tout cas, ouais. Ouais, c'est ça, Pas à la même vitesse. des réflexions qui se font en groupe. Enfin, Le taf que tu fais en 2-3 semaines de tryhard avec toute une équipe, je pense il te faut 2 mois facilement pour l'atteindre tout seul, quoi, et encore un peu plus. bah tiens, c'est une bonne question parce que vous deux, vous avez jamais été dans des équipes avant. Baba, toi qui es un joueur qui joue depuis un moment, t'as pendant longtemps été le joueur solitaire. Aujourd'hui, t'as ton expérience dans une équipe, ce que ça t'apporte, ce que tu ressens au-delà de cette expérience, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Est-ce que ça t'a permis de préparer tes événements sur l'année un petit peu différemment? Est-ce que ça t'a permis d'avoir une régularité dans ton jeu? Euh, Enfin, si tu veux en parler, t'as le droit d'être totalement franc, Oui, tout à fait. Non, non, bien sûr que ça a permis de franchir un cap. C'est vrai que pendant très, très longtemps, je préparais les tournois en comité très restreint, un groupe de 3-4 personnes, mais j'étais
parfois un peu frustré d'être le plus actif du groupe et de pas avoir assez de répondants, là où dans une équipe, je sais que n'importe quelle idée, je vais avoir besoin d'un avis, l'avis, il va y avoir un avis qui va très vite retomber. Et puis c'est aussi alors des partenaires de playtest avec qui jouer. Il y aura toujours quelqu'un qui aura joué tel deck, qui aura un ressenti dessus. Donc c'est évident que ça permet d'avoir plus grand, d'élargir ses horizons et d'accélérer en même temps le processus. Là où avant, peut-être que j'aurais ah bah tiens, par exemple, on va prendre Centurion par exemple. Bah tiens, j'aimerais bien savoir ce que fait Centurion. Si là j'ai besoin, avant j'aurais eu besoin d'y passer quelques temps dessus. Là, je peux juste demander un avis et ok, le deck, je peux le mettre de côté si on estime qu'il est pas assez bon. Et toi, Stéphanini, qui est un tout jeune joueur, pour rappel, tu as commencé le jeu il y a 1 an et demi. On va voir si je connais Non, j'ai les. commencé le jeu en 2019, mais j'ai commencé à jouer en Ok. compète il y a 1 an et demi, ouais. Ouais, voilà. Je parle compétitif, mais Ouais, ouais, ouais. purement compète, tu vois. T'as eu tes premiers résultats qui sont arrivés très tôt sur des events sur lesquels tu t'attendais peut-être pas forcément à aller chercher une perf, notamment t'as eu un top OICS très très vite. Ouais, bah j'ai fait mon premier WCQ, c'est Besançon. Mon premier event, vrai event, enfin hormis les WCQ de ma ville, parce que Mhm. t'es à côté, donc ça compte pas vraiment. La première fois où je me suis déplacé pour aller faire un tournoi, ça remonte à quoi? C'était Besançon l'année dernière, donc c'était mars, un truc comme ça. Donc on a fait le premier CDF dans la foulée, où on a bubble comme une petite merde, mais ça c'est pas grave. Et ouais, le premier vrai event où ça perf, c'est février 2023, donc c'est l'année dernière, à Lyon. On enchaîne avec un top CDF juste derrière et nous voici. Ouais, donc mine de rien, on va dire t'as peut-être dû faire 4 ou 5 majeurs, t'en as top 2 mine de rien, avec des decks, avec Tier Element sur ton top YCS et avec Manadium avant le support, faut le préciser, Ouais, avant euh, le support, quand sur, personne connaissait le deck. voilà, sur le CDF. Donc, bon, c'est des approches qui sont différentes. Ton arrivée dans un groupe et ton travail et ta préparation d'event aujourd'hui, est-ce que tu sens que cet apport de groupe t'a apporté quelque chose? Parce que très très souvent, les gens pensent que Yu-Gi-Oh! C'est vraiment un jeu individuel et qu'ils ne comprennent pas l'intérêt d'une équipe. Non, non, non. Toi qui Bah, aujourd'hui es dans un groupe et où tu viens de greffer, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? si tu veux, c'est ce qu'a dit Baba juste avant, mais puissance 1000 en fait. C'est que si tu veux, euh, moi, vu que j'ai démarré la compète et à vraiment travers le jeu il n'y a pas si longtemps que ça, si tu veux, il y a pas mal de choses que je connais pas mal d'archétypes. Enfin, j'ai pas traversé les formats comme beaucoup de monde, donc il y a certaines choses qui sont pas forcément des automatismes pour moi. Donc en fait, quand tu arrives comme ça dans un groupe, bah effectivement, tu as un peu de travail qui est mâché sur 2-3 trucs. T'as des gens qui passent à peu près autant de temps, voire même pour certains le double de ton temps à toi sur le jeu, donc qui savent te préparer le terrain ou quoi. Enfin, tu gagnes un temps fou et sur l'aspect humain des choses, sans parler du jeu, bah c'est des gens avec qui tu passes énormément de temps, des gens avec qui tu t'attaches, des gens avec qui c'est que pour tout ce qu'il y a besoin pour Yu-Gi-Oh! Et en dehors, bah tu peux faire un peu tout ça avec eux. Donc c'est vraiment un groupe, c'est vraiment une équipe, c'est un peu comme une équipe de foot en fait, hein, c'est un collectif quoi. Et ça t'aide sur le plan individuel parce que sur le plan collectif ça avance beaucoup et c'est soudé, ça avance et ça se coordonne bien quoi. Ok, ok. Et bah, ça fait un beau débrief sur l'équipe, la préparation du German, la préparation des events et comment Bah, vous avez ressenti typiquement, la chose. Alors, on nous a donné la banlist. Bah j'avais peut-être 3 semaines pour choisir un deck, voire deux. Bah, je sais que j'avais 2 semaines de congé, donc ça m'a bien aidé, mais globalement, j'ai poncé mon deck pendant 2 semaines, et à chaque fois qu'il y avait une interrogation, une demande, un truc, je sais pas, machin bidule, t'as toujours quelqu'un pour répondre. Comme a dit Papa tout à l'heure, en fait, ça te mâche le boulot, et tu peux. Enfin, ça te mâche le boulot, non, mais ça te. Quand t'as besoin d'un On avis, gagne quand t'as besoin d'un collectivement du répondant temps. sur un truc, tu gagnes, voilà, tu gagnes du temps, un temps qui est vraiment précieux, quoi. tu voulais dire un truc, Baba? Oui, je disais qu'on gagne collectivement du temps parce que c'est réciproque, bien sûr. Enfin, Il y a, il y a un moment où je vais rentrer un peu dans la vie de l'équipe. Il y a ça 1 ou 2 semaines, je sais plus. On parlait d'une entrap
Et Baba, t'as mis le même message dans 4 ou 5 channels, parce qu'on est organisé par channel de deck, en mode cette trap a fait quoi par channel, et t'as eu une réponse d'un joueur différente dans chaque channel avec ce que la Vraiment, ouais. trap elle faisait, quoi. Et, et là, tu fais ok, bon, c'est bon, on a atteint des stades où le collectif il est actif, il sert, il y a un beau ping-pong, et je pense que ça me fait une transition toute faite pour le choix du deck que vous avez fait au niveau de votre decklist de ce week-end. Le choix du deck sur lequel vous êtes parti, c'est Rescue Ace. Qu'est-ce qui vous a amené à cette réflexion? Qu'est-ce qui vous a fait dire ok, on peut encore jouer Rescue jusqu'à maintenant avant de potentiellement switch sur la sortie de Bonfire ou sur la sortie de FNI qui va arriver un petit peu plus tard? Pourquoi vous avez choisi Rescue Ace pour ce week-end? Concernant déjà, je jouais le deck bien avant, je le jouais à Bologne et au Wanty, donc c'était le pic de confort. Donc dès que la banliste a été annoncée, je suis passé sur DB avec un airlifter et j'ai joué comme ça. Et puis bon, bah, force était de constater que le deck tournait toujours presque aussi bien, aussi bien. Il fallait juste adapter un peu les ratios de consistance. Et donc, comme je disais tout à l'heure, plutôt que de changer pour trouver le deck ultime dans une méta aussi éphémère, bah, j'ai préféré rester sur ça, surtout que rien ne me dit encore que post Phantom Nightmare, je continuerai peut-être à jouer Rescue. Et bah toi, Stéphanie, du coup? Bah, moi, je joue le deck depuis un peu moins longtemps que Baba, honnêtement. J'ai pris le deck, je crois, comme premier WCQ à Sœur. Donc c'était en novembre, juste avant le YCS de Bologne. Juste avant, j'étais encore un gros accro au copium sur tir. Fun fact, mes deux seules défaites de ce dimanche, contre dire. Certains diront karma, mais vous verrez qu'il n'en est rien. Non, sinon, bah, le choix du deck, il est assez logique dans le sens où, comme a dit Baba, il s'inscrit encore très bien dans la méta actuellement et même s'il a été touché par deux fois, à savoir le Airlifter à 1 et la Isole de Banni, parce que mine de rien, on joue la combo Ricardetto. Bah, en réalité, le deck fait toujours la même chose de manière assez consistante. Faut juste réajuster 2-3 choses. La grosse différence aurait été de préparer ces match-ups parce qu'en réalité, c'était pas exactement le même format du coup et qu'il y a des decks qui sont sortis qui n'étaient pas forcément aussi présents avant. Mais sinon, le choix de deck est assez logique en fait. On avait joué le deck depuis Sœur pour moi et Baba puis avant, et du coup, ça faisait déjà un bon mois et demi qu'on était dessus. Il n'était pas question de changer de deck alors que potentiellement dans un mois il y a un nouveau format et on va jouer autre chose quoi. Peut-être. Alors, ça me fait soulever une question. L'arrivée de Airlifter à 1 dans une méta qui s'est un petit peu plus diversifiée, on va dire, avec l'arrivée on va dire, un vrai nouveau deck qui est Fire King. Aujourd'hui, est-ce que ce Airlifter à 1, il a vraiment un impact conséquent pour le deck ou pas? Bah, il a deux impacts, je pense, pour moi. Tu me diras si t'es d'accord, Baba. C'est que la première chose, c'est que avant, tu jouais approximativement facilement autour de tout quand t'avais Airlifter Diabustar en main. Maintenant, t'opens plus souvent les deux en même temps, donc t'es un petit peu plus sensible au trap. Premier point. Deuxième point, bah ça retire le deuxième effet d'Airlifter que quasiment personne n'utilisait, mais qui souvent sauvait des parties ou sauvait les miches. À savoir que le deuxième effet, tu pouvais le faire de la main ou du terrain, tu tributais un et tu spais un de la main. Malheureusement, bah, avec un seul Airlifter, ça arrive beaucoup moins souvent, pour pas dire jamais. Et la deuxième chose, c'est sur le grind, parce que du coup, vu que si t'as pas réussi à sortir ton Airlifter au T0 pour le jouer, bah il se peut que tu manques d'un truc pour push le tour d'après. Mais sinon, globalement, avec Diablo Star tu fais combo, avec Airlifter tu fais combo, et toujours pareil, avec un hydrant et un ou deux names dans la main, il se peut que tu arrives quand même à faire combo sans passer ni par l'un ni par l'autre, quoi. Et toi, Baba, du coup? Moi, je suis d'accord. Enfin, en fait, c'est une question de probabilité. On va moins souvent pouvoir jouer autour de plusieurs entraps. Donc, par conséquent, le deck va se reposer plus souvent sur une seule witch et donc rendre le deck plus fragile face à H. Après, par contre, moi, j'ai très, très, très rarement eu le cas où j'ai senti, une fois qu'on était au mid-game, que j'avais que un airlifter dans le deck parce que avec Preventer, le Preventer va quand même pouvoir ramener le mono airlifter. Et dans la combo T0 idéale, le Turbulence il s'invoque en bannissant Hydrant et Airlifter. Ouais, Pendant voilà. son tour, Preventer ramène Hydrant et pendant le tour adverse, un autre Preventer va ramener le Airlifter, tuto HQ. Et à partir de là, il y a aucun problème.
Ouais, Une fois que le deck est rentré dans le grind game, il n'y a plus de différence. je disais juste c'est les games où t'as pas accès à Airlifter ou T0 qui des fois manquent un peu de push, mais ça manquait déjà de push un peu avant en fait, donc c'était pas forcément c'était peut-être pas forcément cohérent d'en parler à ce moment-là. Mais oui, dès que t'as banni ton Airlifter, tu le respectes sur Prevent au tour d'après et t'y as encore accès quoi, c'est pas un problème quoi. Ouais, c'est vraiment Et pas. Emergency peut toujours invoquer un lifter aussi, mais Ouais, vraiment ça marche aussi de temps en temps, ouais. en mode lifter. Ok, ok. Alors moi, ce que je vous propose, c'est on va passer sur votre decklist, on va regarder un petit peu les choix que vous avez faits et est-ce que vous avez pu en retirer les choses qui ont bien marché, parce qu'il y a des choses, je pense notamment à un choix sur une spell qui s'est fait de mémoire un peu dernier Kara, enfin une petite semaine avant, voire peut-être même un tout petit peu avant l'event. Donc je vous propose on passe dessus. Donc la decklist que vous avez devant vous, c'est la decklist de Stefanini. Alors, il y a quelques cartes qui changent d'une decklist à l'autre, mais globalement, l'idée reste la même. Ah, Vas-y. bah, enfin, désolé, je te coupe, mais on peut te dire directement ce qui change. Main deck, j'ai une deuxième rescue, il a une troisième TTT. Side deck, j'ai 3 crocs, il a deux Lightning Lightning Storm. Storm et un jugement en plus. Mhm. Et dans l'extra deck, il me semble qu'à la place de Goddess, il a Phoenix, et c'est tout. Phoenix, ouais, c'est ça. Ouais, donc Ok. on est vraiment sur des choix qui, enfin, de mon point de vue, ça s'apparente plus à potentiellement de la préférence de jeu ou des contre quoi vous avez envie d'avoir plus d'armes sur certains match-ups, quoi. Mais grosso modo, les listes, enfin, le pourquoi le deck fait ce qu'il fait, vous êtes raccord dessus et c'est la même chose, quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. On était d'accord sur les analyses de ce que les cartes faisaient. Lightning, moi, je jouais les Lightning Storm, mais plutôt les Crocs. Ça ne couvre pas les mêmes match-ups. C'était une question qu'on attendait, à quoi on s'attendait à affronter. Et au final, ça vous a plutôt servi parce que, alors on va spoiler, Stéphanie, toi, t'as joué contre 5 labyrinthes. Ouais. Alors je peux te dire un truc, typiquement, bah là on va rentrer d'entrer dans le sujet. Les Ghost Bell en main deck, Baba les a trouvées mortes quasiment tout le temps en game 1. Étant donné que j'ai croisé 5 labyrinthes, j'étais content de les avoir en main, hein, spoiler. Mais effectivement, je pense que si j'avais été un peu plus varié sur mes match-up, il se peut que la Ghost Bell main deck n'ait pas été le meilleur choix que j'aurais pu faire. Donc j'ai eu de la chance sur mes pairings. En revanche, effectivement, peut-être que des cartes comme Cosmic ou autre, peut-être c'était un petit peu plus polyvalente main deck. Mais toujours la Ghost Bell comme Cosmic, contre certains match-ups, dans tous les cas, elle dégage au siding, hein. Mais un truc un peu plus polyvalent main deck aurait peut-être été un petit peu meilleur si j'avais croisé d'autres choses que les 5 labyrinthes du pairing Du, dans les rondes, quoi. du coup, sur quoi t'aurais préféré t'orienter si aujourd'hui la Ghost Bell elle pouvait sortir? Enfin, si aujourd'hui tu sortais la Ghost Bell, qu'est-ce que t'aurais mis à la place? Baba disait Cosmic, moi je suis pas convaincu, mais ça peut s'envisager. De toute façon, on s'est dit un truc, il me semble la veille ou l'avant-veille, Baba, il me semble sur la liste parce qu'on en discutait. Moi, j'étais pas encore revenu chez moi et lui était à Europa Park, donc on n'était pas vraiment en meilleure situation pour préparer le tournoi. Mais on se disait que en fait, il y avait peut-être pas forcément de meilleurs choix en fait main deck, que H1 Perm c'était quasiment sûr, TTT on s'est arrêté dessus et qu'en fait le dernier slot c'était vraiment un petit peu pas toi et ta chance, mais qu'il y avait peut-être pas de deux cartes qui permettaient d'être assez bon contre tout le monde. Donc selon les préférences, il fallait un peu orienter ça sur le main deck et dans tous les cas le side deck était là pour corriger ça selon le match-up en question. Ok. Petite question, on voit que le package X Impulse main deck vous en avez très peu et que vous l'avez mis en side. C'est quoi qui vous a amené à cette réflexion? C'est quoi qui vous a fait passer sur le package en side? Baba, je pense que tu l'expliqueras un peu mieux que moi ça. Donc à Bologne, moi je joue un package Impulse avec à 5, donc 3 Impulse, un Fire Attacker, un Fire Engine. Et on voit souvent dans les profiles qu'il y a un Fire Engine en main et éventuellement Fire Attacker en side. Moi j'aime très peu Fire Engine parce que déjà parce que il y a peu de monstres qui font, je sais pas, comme Nimble Beaver, à l'invoque, effet, j'invoque quelque chose. Du coup, le impulse, il va souvent se faire par exemple sur un airlifter et t'attends que l'adversaire
invoque quelque chose et ça lui laisse quand même une fenêtre à quelque chose, je sais pas, des TTT par exemple. Euh, et souvent, les bodies que Fire Engine génère se font clean à base de Baron, de SP. Les deux, on commencera jamais son tour avec deux bodies. Et donc, je préférais mettre Fire Attacker et d'autres impulses en side pour que ça acte comme des fantasmés pour améliorer ses mains parce qu'il n'y avait pas d'autres cartes. Ça aurait pu être des crocs, moi, par exemple, que je jouais pas. Mais plutôt que de rajouter d'autres entraps, bah, plutôt rajouter des cartes qui font piocher les entraps qu'on avait envie de jouer. Et pas d'en jouer d'autres contre notre donné. Ouais, puis en fait, on rentrait ce package-là un peu contre les decks où t'en avais vraiment besoin, entre guillemets. Typiquement, sur la théorie des choses, c'était que contre les decks un petit peu FTK, bon, qu'on n'a pas croisé, il me semble, mais style Maladium et compagnie, l'avantage du Fire Attacker, c'est qu'il peut te faire piocher, comme il a dit Baba juste avant, des entraps. Et sinon, contre les autres match-up, l'avantage que ça a, c'est que tu la rentres en Go 2 et en fait, elle te sert pendant ton tour pour passer les interruptions. Donc, c'est une carte d'engine qui aide à remonter de l'engine. Donc, au final, c'est tout bénef. Par contre, effectivement, Go First, c'est pas forcément la meilleure carte, c'est pas forcément la meilleure entrap, ni la meilleure interruption. Donc, on préfère avoir des entraps à la place en main deck, je pense. Ouais, ça, c'est Impulse en main, ça augmente pas la consistance à part augmenter de vraiment à la marge, d'avoir Emergency plus un nom. Ça, c'était vraiment à la marge. Mais la carte s'exprime beaucoup mieux en deuxième quand on remonte les boards à l'engine et ce format le permet vraiment de. Les endboards sont beaucoup moins difficiles à remonter qu'avant. Et donc Impulse va très bien s'exprimer là. Ok. Plutôt que d'espérer avoir pioché deux board breakers, bah, le Impulse va aider. Ok, je capte l'idée. Il y a aussi deux cartes sur lesquelles j'aimerais qu'on s'attarde un peu. C'est les TTT que vous avez rentré, comme vous l'expliquiez, un peu dernier Kara. Qu'est-ce que vous avez pensé de la carte? Comment vous l'avez ressenti? Aujourd'hui, j'ai l'impression que la carte elle est valide à 100% dans le deck et que vous builderez pas le deck sans l'avoir, de ce que vous dites depuis tout à l'heure. Bah, en fait, revenons à Bologne 2 secondes pour faire la comparaison. Bologne, on avait quoi? On avait des Team Rescue Ace qui jouaient tous les Rescue Ace quasiment jouaient soit une combo Firewall, qui je crois était pas la plus présente, soit une combo Ricardetto qui visait sur Baron, Baron SP et compagnie, petit 4 posé. T'avais deux trois autres decks qui existaient, à savoir Infernoble, qui était quand même représenté, d'autres decks qui posaient des Omni Negates. Et il se trouvait qu'en fait, pas la TTT, Go 2 contre beaucoup de match-up, soit elle se résolvait pas, soit elle faisait du 1 pour 1, à savoir elle se faisait negate, soit juste elle faisait pas assez. Et en Go First, c'était un petit peu trop dépendant de si t'as pris une entrap ou non, etc. Là où maintenant, la carte, vu que t'es un peu plus sensible, ben quand tu manges une hache sur ta original Sinful Spoil, soit tu peux continuer à combo et dans ce cas-là tirer de la main adverse, soit ça te permet d'essayer de repartir, etc. Et en Go 2, par contre, elle prend toute sa value parce que je crois pas avoir croisé un seul match-up, si hormis le tir, où on me pose une Omni sur le board. Et donc dans ce cas-là, c'est une carte de plus pour passer des boards à l'engine, enfin pas à l'engine du coup, mais pour aider ton engine à passer le board en Go 2. Donc la carte est bien plus polyvalente qu'avant et a beaucoup plus de chances de se résoudre et de faire ce que tu veux en faire qu'avant en fait, tout simplement. Ok. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la carte parce que en effet, en premier, elle va, elle va pouvoir faire quelque chose, elle va remplir un rôle, qu'elle soit regarder la main ou piocher là où une entrap n'aurait rien fait. Et en deuxième, elle est beaucoup plus forte qu'à Bologne. Donc à Bologne, je l'ai joué en side, mais pas en main, parce qu'on on avait testé en second contre notamment Rescue. La carte n'était pas assez forte. L'autre va d'abord activer ses trappes. Et quand TTT va devenir live, on n'aura plus de play après. Alors que là, quand la méta, c'est beaucoup moins de rescue et beaucoup plus de labyrinthe de Fire King, la carte devient aussi très bonne en second. Ok. Donc elle est devenue beaucoup plus polyvalente. Et ça reste ouais, une power spell. Et le fait que la polyvalence que la carte apporte avec ses trois effets fait que
ça peut te sortir, voire te clouer des games beaucoup plus facilement avec le fait de pouvoir regarder dans la main de ton adversaire, enlever un starter, vu qu'on a des decks qui sont quand même beaucoup plus faibles, on va dire, en termes de démarrage que ce qu'on a pu connaître par le passé, et qu'aujourd'hui c'est très rare que tu vas pas avoir ton TTT avec une entrap qui traîne qui vont potentiellement pouvoir venir arrêter le combo de l'adversaire, c'est ça? Et un En plus, peu. les gens sont vrais. Ils aiment bien H, la première chose qu'ils voient. Bon, ma H, ouais, original, ça se comprend, mais du coup, bah, TTT look, et puis après, on sait que la combo. Enfin, bon, voilà, je peux expliquer ce que fait Ouais. TTT après qu'on ait regardé la main adverse, mais Ok, non mais je comprends et ouais c'est... Enfin, on en a parlé un petit peu hier soir avec la tier list des power spells et on sentait vraiment que TTT était au-dessus. Du coup la question qui suit c'est est-ce que vous avez envisagé de jouer PTT pendant un moment? En fait, la question, c'est toujours pareil, c'est pourquoi faire. Main deck, bah, Go 2, ça tuto TTT, tuto Rota, ça tuto original et c'est tout. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin pour battre des boards? Sachant qu'on le disait juste avant, les boards se remontent assez facilement à l'engine. Non. Donc autant avoir une entrap pour essayer de. Une entrap ou une autre carte d'engine pour essayer de remonter tout simplement ou d'affaiblir le board adverse, plutôt que d'avoir une carte que tu ne seras pas forcément sûr de pouvoir activer pour en faire quelque chose pour avoir en fait juste un vrai impact. Et en Go First, bah, je vais poser quoi? Contain, Extinguish ou un perm? Mais c'est c'est bizarre dans le surtout deck. ça, c'est qu'il n'y a rien à poser en first. En deuxième, ça pourrait très bien fonctionner. Je pense par exemple à Fire King où Ouais, il y par a un exemple. effet qui s'active dès la standby. Là, la carte serait vraiment très bonne. Mais il n'y a rien à poser. De Y a rien à vraiment poser, game-breaker. d'autant plus que si, enfin, c'est pour poser une imperme qui va se faire raser par Storm, ça n'a pas grand intérêt. Mais la carte, si elle est jouée, elle peut être en side, et elle peut être pertinente en side parce qu'en effet, ça peut aller tuto pour les habituels plumeaux TTT, mais aussi de l'engine et ce que le deck ne t'offrira pas d'avoir trop d'engine. Ok. Alors, je reprends une question que je viens de voir passer dans le live et enfin dans le chat que j'avais pas vu au moment où ça arrivait. C'est une très bonne question. Petite question, est-ce que dans une équipe comme la vôtre, avec des niveaux variés, les meilleurs joueurs entre parenthèses de l'équipe n'ont pas l'impression de plus aider les autres, euh, euh, de plus aider les autres que de réellement progresser en groupe? Je pense Alors, que Baba, je te laisse ouais, répondre à ça parce que je pense que c'est plus accurate que tu réponds plutôt que moi. Non, parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose à tirer de chaque personne, quel que soit son niveau. Par exemple, cette personne qu'on va estimer moins bonne, par exemple, joue Centurion, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, bah, Mhm. son avis va quand même m'intéresser parce que, bah, voilà, comme je disais, c'est de l'expérience que je vais acquérir sur le deck à travers lui. En fait, peu importe le niveau du joueur, je pense que, en fait, vu que tout le monde joue à des trucs un peu différents, que tout le monde a un œil un peu sur, pas sur tout, mais sur des choses différentes de chacun, en fait, quel que soit ton niveau, bon, à part si t'es débutant au jeu et que ça fait 2 mois que tu joues, mais du coup, ces gens-là sont pas dans l'équipe, en fait, ben, en fait, ton avis, il aura un impact qui sera pas forcément le plus gros qui soit, mais il y aura toujours une plus-value à en tirer parce que tu joues des decks différents, tu vois des choses qu'on voit peut-être pas forcément nous non plus parce que on n'est pas sur les mêmes lives, on regarde pas les mêmes vidéos, on regarde pas les mêmes replays sur Twitter, etc. Ça permet en fait de juste de regrouper un maximum d'informations avec tout le monde, qui fait qu'en fait t'as un panel d'informations et de choses à ta disposition qui est plus gros et qui du coup par conséquent t'aide beaucoup quoi. en plus de ça, je rajouterais quelque chose, c'est que le niveau moyen de l'équipe, mis à part vraiment, on va parler français, mis à part Baba, Dodo et Pierre qui sont, je trouve, un cran au-dessus de la plupart des gens de l'équipe aujourd'hui. Baba et Dodo, un cran au-dessus des gens qui sont un cran au-dessus. Euh, Grosso modo, on a un niveau qui est globalement élevé, hein. On va pas se mentir, aujourd'hui, les résultats qui ont Et été faits on l'année. parle pas quand même on parle pas de quelqu'un qui joue stun à son local, quoi. C'est quand même un peu au-dessus. Voilà, puis tous les joueurs ont des niveaux, des expériences différentes avec on va dire, des apports et des attentes différentes pour chacun des joueurs et qu'aujourd'hui tout le monde remplit. Enfin, l'équipe est montée pour que tout le monde soit complémentaire et qu'il n'y ait pas de.
on va dire, d'éléments qui soient vraiment des vraies lanternes rouges à traîner vraiment la patte derrière. L'équipe a été pensée, construite et travaillée dans le sens à ce que tout le monde puisse s'élever. Et je pense qu'on a un niveau qui est vraiment plutôt élevé. Papillon, tu joues pas stun au local. C'est pas parce que je joue trop Draco en local qu'il faut me juger, les gars, ok? Et si on te juge, t'inquiète, t'es tranquille, hein, y a pas de. Et en À plus, ce niveau-là. en plus, très premier degré, je me fais juger dans l'équipe parce que je joue des decks qui sont vraiment très mauvais. Mais après, c'est pas ce qu'on a. Disons que quand toute l'équipe jouait labyrinthe avec des fournitures, le monsieur il posait 5 floodgates quoi. Je dis rien, mais tranquille. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas mon rôle de toper. Maintenant, Vraiment. maintenant ça a été fait, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver sur Oh, cash. bah, ça y est, sur le tapis, mais tu as arrêté, oui. Moi, je vais juste vous dire que, mis à part moi et Baba, dans l'équipe, personne n'a un trophée pour montrer ses victoires. Voilà. Grave, hein. C'est très grave. Hein. Non mais voilà, grosso modo, le travail d'équipe qui est fait, même avec des joueurs qui sont à un niveau plus élevé. Dans notre équipe, en l'occurrence, on a un niveau qui est quand même relativement homogène. Hein, on va mettre des guillemets dessus, mais on a un niveau qui est quand même très homogène et que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Donc voilà. Dodo, la presse carte, c'est compté comme un trophée. On peut compter la presse carte comme un trophée. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Donc du coup, je fais partie sur le papier du Monster Trio de l'équipe. Voilà. Ça, c'est posé là. Vous en faites ce que vous voulez. Allez, next. Ok, bah, ça fait un bon tour d'horizon déjà. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, ça va être de venir parler un petit peu de vos match-up parce que on a eu des trucs qui sont quand même cocasses, j'ai envie de dire. Alors pas pour toi, Baba, t'as eu des trucs quand même de tous les horizons. Bon, j'ai envie de dire. il y a eu 3 heures custom en synchrone quand même. Ah, Ouais, cocasse. qu'on vous montre un peu ça, tac que là. Du coup, sur les 9 rounds, t'as joué. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que t'as gagné énormément de dés. Ouais, alors Ouais, 7 dés sur 9 après. Pour ma défense, il y a quand même eu pas mal de 2-0, donc j'ai démontré ma capacité à gagner, même en allant deuxième. Du moins, j'espère. Euh, mais forcément, ça a aidé, d'autant plus que ce qui m'a aussi conforté dans Rescue, c'est qu'il y a quand même moins de end-trap qu'à Bologne, là où à Bologne, le Golden Standard, c'était vraiment les 12 end-trap qui étaient toutes orientées contre Rescue, là où il y en avait plus que 6 ou 9, et souvent, quand c'était 9, il y avait 3 belles, donc ils ont un impact très limité contre Rescue. Donc ça a aidé bien sûr à passer à setup son board. Les gens ont mis plus de board breakers, les Lightning Storm, les plumeaux au chaos, puisqu'il n'y avait plus la combo Baron et la combo si c'est pas vraiment joué. Mais Baba le robot qu'on là. a, Ouais, qu'on a passé. tu recoupes un peu. Ta connexion a dû piquer un petit peu. Après, est-ce que tu veux que je te dise des match-up Ouais, il y a des. Bah ouais, y a- ouais, j'avais parlé d'Orcus, parce que c'est quand même ce qui Ouais. saute aux yeux, c'est assez amusant, parce que donc j'ai pas, dans mes siding patterns, j'avais pas prévu Orcus, honnêtement, mais après le troisième, c'est vrai que je connaissais pas mal mes siding patterns contre Orcus, du coup. Ok. J'aimerais bien que tu nous parles de ce que tu as ressenti sur le deck, parce que le deck, il vient de se faire réanimer avec la débanne de Harp. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que le deck fait peur? Est-ce que c'est anecdotique? Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé de jouer contre? Alors, si on prend uniquement les résultats, j'ai envie de dire, on a l'impression que c'était quand même relativement tout droit. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu surpris sur le deck? Est-ce que tu l'attendais à ce niveau? Est-ce que tu l'attendais? Bah, tu nous l'as expliqué sur tes siding patterns, tu l'attendais pas, mais est-ce que tu attendais d'en croiser à l'event? Et si oui, est-ce que tu t'attendais à en croiser autant? Je pense, enfin, j'en ai croisé autant, c'est vraiment une question de chance, enfin Ouais, aussi. de pairing. Moi, il se trouve que je suis tombé contre 3 Orcus, ça aurait pu être 5 labyrinthes. Mais non, le deck fait pas peur. Je pense que les gens, ouais, c'était le premier tournoi post-ban. Les gens, ils ont un mois pour ressortir les Orcus, leur Orcus du placard avant. Ils pourraient bien de le ranger. Donc,
Non, je pense que c'est les gens qui profitaient de l'opportunité pour jouer ça. Après, je les ai affrontés dans les early rounds, donc ça montre bien que le deck n'est pas très loin à ma connaissance. Et le deck fait pas peur parce il est juste faire. Le board se remonte, quoi. Ok. Et il y a eu une game, enfin, il me semble sur Gears où il est pasteur, donc voilà, le deck c'est un deck mid-range et un moins bon deck mid-range. Donc je pense pas que le deck sortira des régions. Enfin, il y aura un YCS demain, il y en aura peut-être un ou deux en top 64, mais ça s'arrêterait là. Comme il y a à chaque fois un Vanquish ou un Flunder. J'aime bien le Flunder. Ouais. Euh, j'ai- J'aimerais bien aussi de voir deux choses avec toi. Qu'est-ce que tu penses de Fire King Tri-Brigade? Parce que c'est une version qu'on voit un peu moins, mais là, elle a fini troisième de l'event et j'ai l'impression que c'est une version qui est un petit peu plus glace canon que la façon Fire King classique. Honnêtement, j'ai pas testé personnellement. J'ai pas avoir de réel avis. Mhm. Si ce n'est, enfin, ouais, c'est Fire King actuellement. Forcément, ça a très vite changé, mais enfin, le M-board sont vraiment pas effrayants par rapport à ce dont on a pu avoir l'habitude. Le Appaloosa Revolt, ouais, c'était, enfin, c'était très fort dans d'autres formats et je pense, ça me semble pas assez fort aujourd'hui. Mais je me trompe. Ok, c'est une bonne analyse. Et la dernière petite question, moi qui me surprend un petit peu, un Chimera Round 9, j'ai l'impression que le deck était vraiment en dessous vis-à-vis des autres decks de la méta. Est-ce que ça t'a surpris de croiser un Chimera en Round 9? Bon, je pense que non, puisque t'es arrivé à Alors, ce moment-là de l'event, tu sais contre quoi tu joues, mais est-ce que ça t'a surpris ou pas? bah, déjà, non, je savais pas contre quoi je jouais. Ce qui est amusant, c'est que donc, sur Neuron, c'était marqué Jonas K. Donc pour moi, Jonas K, c'est un certain Jonas Kochel. En l'occurrence, ce n'était pas lui. Donc c'était d'abord une agréable surprise de ne pas être contre celui contre qui je pensais jouer. Après, Chimera en régio, c'est un gros régio, ça reste un régio avec un niveau de régio qui puisse aller assez loin, ça m'étonne pas forcément. Euh, ouais, pour résumer, le match, c'était une bataille de hache que j'ai donc remporté où en effet il avait ses Sword Knight, enfin il avait pas tous ses cross-out et call-by. Donc non, pas vraiment surpris. Mais moi le match-up me plaît pas, me fait peur parce qu'en effet quand il gagne le dé, ça dégénère très vite. Ouais, ça peut. Enfin, c'est des decks qui. Si ça part, quoi, et ça part loin, quoi. Ouais, ça Ah part oui, loin, je sais pas. ça fait énormément de CA pendant ton tour, et si tu le tues pas au tour d'après, bah tu as perdu parce que tu as perdu la bataille de CA en fait. Bah, Donc, ça fait du ça fait une loupe, ça gère des targets, ça gère un effet de monstre. Des fois, tu vas te prendre un dragon pour aucune raison. Enfin, et une ça a carte qui fait vraiment des des armes, fusions, elle quoi. est pas once per turn quoi, donc bon, ça peut vite partir en couille. Oui, mais 99% des games que je gagne contre Chimera en second, c'est parce qu'une hache ou une imper m'a miraculeusement suffi à Bon, l'arrêter. ouais. Hein. Sinon, Ouais, je vois. le board ne se remonte pas, d'autant plus que lui. Ce qui était cocasse, c'est que donc lui, sa combo, dès qu'il avait une fenêtre d'action en main phase, il invoquait la fusion qui foolish 1 et lui, il allait foolish la statue barrière ténèbres, ce qui est assez fort contre Westface. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal, ouais. Ok, ok, je capte l'idée. Ta 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 ta. Et ben écoutez, moi je pense qu'on va passer à Alex au niveau de ses match-up. Ça va atterrir où? Alors, vous allez voir que Hmm. le report de Alex n'est pas du tout comme celui de Baba, puisqu'il est beaucoup plus large. Ben, je t'en prie, Alex, parle-nous un peu de tes runes, un petit peu de tes dés. Alors, on voit que t'as gagné moins de dés. Bon, t'as on va dire l'average de dés gagnés, c'est-à-dire les Pour une fois, j'ai 50%. un average, habituellement j'en gagne moins que ça. T'as un average. On voit que t'as quand même pas mal perdu le dé contre Labyrinthe. Donc, il faudra que tu nous parles un petit peu
de ce que tu as ressenti vis-à-vis de ça, mais vas-y, je t'en prie, parle-nous un Ouais, peu de ouais, ton event de bah, match-up. pour le truc bien drôle, la veille, je fais le tournoi à UJ, je pars avec Sébastien Ma de Paris, et première ronde, je suis pairé contre Sébastien Ma, avec qui j'ai fait le trajet toute la nuit en voiture, et avec qui j'ai dormi dans la bagnole en arrivant, hein. Mhm. Donc voilà, il était bien fatigué moi aussi, et en fait, on fait une erreur, je fais une erreur à la une, il fait une erreur à la une qui me donne la game, et on arrive au time, et bah je prends Resonator et on passe, hein. Donc draw, après bah labyrinthe, les deux premiers labyrinthes, j'ai rien vraiment à en dire. Je perds le dé, mais objectivement, je pense que les joueurs étaient juste pas assez bons, tout simplement. Donc j'ai pas eu besoin de faire trop de. Pas besoin de me triturer trop le cerveau pour passer, quoi. Et puis je crois qu'il me semble que la ronde 3, ma game 2 et 3, j'open HB là tout à mes deux mains, donc ça aide beaucoup. Mhm. Ronde 4, je tombe contre Zio Mundry qui jouait Tier Luna Light. Il veut pas lâcher Tier Element, hein, Après, il est à l'aise Bref. avec le deck, il a joué Purely Ah, mais sur toute la fin de saison. Alors, je vais présenter un tout petit peu le book, histoire que les gens qui sont dans le chat comprennent qui est Ezio Mundry. Ezio Mundry, c'est la personne qui a fait finale du CDE contre Marcus Patel, qui jouait Tier Danger à l'époque, qui a fait plusieurs top OICS. On est sur un gros joueur allemand, qui a quitté la Junks, qui est la meilleure équipe d'Europe, enfin qui... Je pense aujourd'hui on peut mettre le mot qui était la meilleure équipe ouais, c'est la d'Europe. raid maintenant, non? Ouais, il y a la RN Trade qui est pas mal. La BCP aussi est très forte, hein, on va pas se mentir. Je pense que objectivement aujourd'hui, ça doit jouer entre la RN Trade, la BCP et la Armageddon en Italie, qui a aussi quand même un palmarès depuis l'année dernière qui fait un peu froid dans le dos, à surveiller la grande des duellistes qui est toute juste émergente en Espagne, mais voilà, je pense que ça fait partie des meilleures équipes d'Europe. Mundry a rejoint la RN Trade, donc la RN Trade c'est Ben non imprononçable. Merci. Tostan, comme ça, non? Nico, Et moi aussi, Nico, je vais leur sur Camp, pareil, non imprononçable. Dinkabui, on a aussi Nesh qui est dedans, Daniel Hartmann, donc Daniel Hartmann. Oh, il y a Neige aussi là-bas, je sais Ouais, pas. Daniel Hartmann qui a gagné le national allemand l'année dernière, Ouais, il est qui a fait ok, des quoi, globalement. gros résultats. Enfin, on est sur une équipe qui est quand même énervée, qui a des très très bons membres. Aujourd'hui, dans la Junks, il reste encore des très très bons membres, hein. On pense à Dinkam Pham, bien évidemment, à Anthony Lopez, qui sont là. Mais l'effectif de la Junks a été quand même remodelé vraiment fort en début d'année. Et je pense qu'il y a peut-être un équilibre de team à retrouver ou quelque chose à retrouver avec des vrais piliers comme Anthony et Dim. Enfin, c'est des choses qui sont à vérifier, mais sur ce début d'année, je pense que les trois meilleures équipes d'Europe actuellement, ça reste la BCP, la Armageddon et la RN Trade. Voilà, donc pour vous présenter la personne contre qui il a joué. Je t'en prie. Bon, on va parler français, hein, parce que c'est écrit de toute façon. 1-2 Volo Time. La première game, j'ai rien à dire. La deuxième, j'ai rien à dire parce que je peux juste rien faire en fait, hein. Enfin, la 1, je peux rien faire. La 2, je la gagne. La 3, il commence. La 3, il commence, il reste 4 minutes. Mais c'est 4 minutes où en fait où il a pas une main qui joue en fait. C'est une main en fait où il a passé 4 minutes à m'aligner de niveau 4 pour faire cowboy. Donc bon, on va dire que ça c'est dérangeant, ça m'a un petit peu irrité, mais bon, passons. Alors, est-ce que moi j'aimerais bien, ça va être une expérience purement joueur Ouais. expérience. Est-ce que au niveau de sa gestion de face, de sa gestion de tout ça, si tu enlèves, non mais si t'enlèves son, non non mais si t'enlèves son aspect de temps, je pense que c'est des joueurs qui jouent à un rythme suffisamment rapide mais suffisamment lent pour Non, aller chercher. non, Mundry il est assez lent. En fait, on me l'a dit après. Mhm. Et si je l'avais, tu vois, typiquement c'est le genre de choses à l'expérience, tu vois, typiquement si je l'avais su avant, j'aurais su qu'il fallait le booster un peu et j'aurais même su qu'il aurait peut-être fallu appeler un judge sur la première game, ce que j'ai fait à la round 9, hein. Mais bon, bref, il me prend la game au time, c'est comme ça fait partie du jeu et ça fait partie, on va dire, je vais le dire, hein, du vice un petit peu aussi à ce niveau-là. Ça arrive, c'est pas grave. Bon, c'est passé, suivante. Ronde 5. Et ouais, mais Nadir, t'es partout dans la salle, mon ami. Je peux pas non plus faire Nadir. Je sais pas si je call judge, c'est je call Nadir, tu sais. En plein milieu des Allemands. Non, ça fonctionne pas comme ça.
Mais bon, bref. Ça arrive, on va dire que j'ai autant de responsabilités que lui sur ma lose of time si je prends les choses très sérieusement après, avec le recul, parce que j'aurais dû coller un judge, parce que j'aurais dû le bouger un peu plus aussi pour qu'il joue. Tiens, bah attends, bouge pas. On va faire une pause là. Je vais créer un débat parallèle. Baba, toi qui es un joueur d'expérience qui a vu plusieurs règles de time passer, aujourd'hui, comment tu gères une situation où tu arrives en fin de time, la game est tendue et tu vois l'adversaire où tu as un doute qui prenne du temps, tu es sur ce feeling où là tu te dis ok, il y a problème, il y a problématique au niveau du time. Comment toi tu vas venir gérer ça, qui a de l'expérience dans le jeu, qui a vu pas mal de trucs. Comment tu gères ce genre de situation? Je pense que ça peut aider pas mal de gens. Ouais, mm, personnellement, je vais presser l'adversaire. Après, c'est vrai que c'est agaçant pour les deux joueurs d'arriver à 2-3 minutes du time parce que là où, quand on est à 8 minutes du time, l'instant de réflexion semble tout à fait normal. Bah, dès qu'on arrive à 1 minute du time, tout prend trop de temps. Quand c'est l'adversaire qui joue, tout prend trop de temps. Donc, c'est pas une situation très agréable et il va falloir, si vraiment l'adversaire n'est pas dans son droit, si vraiment il joue trop lentement, il va falloir le presser et ça va souvent avoir commencé à le presser avant pour être légitime. Si par exemple on va aller jusqu'à call judge, mais c'est pas des situations évidentes à gérer. Ouais, C'est quand ça se joue à 1 seconde près, ça devient vite assez dramatique. Ouais. C'est ouais. peut-être les phases les plus agaçantes, frustrantes, les moins plaisantes dans le jeu en tournoi. Donc, moralité de l'histoire, finissez vos games à 10 minutes du time. Après, ce que j'allais dire aussi, c'est que les game au time, bon, après ça peut dépendre du deck qu'on joue aussi, mais pour ma part, c'est assez rare. La majorité des matchs ne finissent pas au time et j'ai jamais fini au time du tournoi, celui-là par Ouais, exemple. après, je pense que je suis peut-être alors, le point de vue, on va dire, objectif, voudrait que je dis les choses comme elles sont. Je pense que je suis un petit peu plus mou que toi avec le deck. Il me faut un peu plus de temps de réflexion parce que je le joue pas depuis aussi longtemps. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça qui joue, mine de rien. Donc après, j'ai pas eu les mêmes match-up, hein. On parle de Tier Element où il y a énormément d'actions et il y a beaucoup de labyrinthe à côté aussi. Donc moi, pour ma part, je suis allé beaucoup au time parce qu'aussi on voit, j'ai tapé des 2-1 à peu près à toutes les games. Donc il y a eu 3 games à tous les matchs, hein, à beaucoup de matchs. Donc il y a un peu ça qui joue. Mais effectivement, je suis d'accord que si tu maîtrises bien ton deck, en fait, c'est ton adversaire qui doit aller. Enfin, c'est ton adversaire le problème au niveau du temps s'il y en a un. Donc déjà, ça enlève une partie de l'équation qui fait que tu vas loin au time et que la situation problématique ne se pointe pas, quoi. Après, on peut placer la faute sur l'adversaire parce qu'on est arrivé à jouer la game 3, on a commencé 1 minute du time et il nous a scattershot. Mais il faut pas oublier de se remettre aussi en question et se demander s'il n'y a pas une game qu'on n'a pas Assez scoop vite. trop tard, Ouais, par exemple. trop tard, ça arrive aussi, hein. Mais typiquement, ouais, là, tu vois, je vais au time parce que je sais que je suis mou avec mon deck. Il y en a peut-être une ou deux, effectivement, où j'aurais peut-être pu la scoop plus tôt. En fait, C'est des choses où je le sais, avec le recul, c'est possible, tu vois. En fait, dis-toi qu'aujourd'hui, peut-être que si t'avais joué un poil plus vite et si t'avais pressé un tout petit peu, bah à la place des 4 minutes, t'aurais joué avec 7 et du coup t'aurais pu le tuer. Ouais, peut-être ça aussi, hein, tout à fait, hein, tu sais, Parce moi, que, je mine de suis. rien, les 4 minutes, s'il place 4 minutes à invoquer de niveau 4, bon, tu peux l'entendre avec des phases un peu longues, des tutos, des ceci, des cela. Tu l'entends avec 7 minutes, bon, commence à bégayer un peu, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah après, tu vois, c'est typiquement c'est ça, hein. Je pense que maintenant le souci, enfin c'est le souci non, c'est un point qui est hors gameplay, tu vois, qui est sur les choses qui sont autour de la game. Enfin, ça rejoint directement la game, mais c'est pas vraiment du gameplay, c'est plus ce qu'il y a autour, c'est la phase, le temps qu'il m'a joué, c'est le temps qu'il m'a à faire ses phases, c'est toi, quand est-ce que tu estimes que ta game elle est perdue et où il faut gagner du temps. Bref, c'est d'autres paramètres où il faut que je me règle et je le sais. Ok. Donc au final, C'est des points voilà. d'évolution au final pour toi. Ouais, c'est ça, hein, c'est Ok. ça. Vas-y, je t'en prie, monde 5. Donc la 4, il se passe ça, la 5, rien à signaler. La ronde 6, je crois que c'est la seule game qui est pas allée à 5 minutes du time ou au time. C'est-à-dire que la 1, je la gagne rapidement, la 2, je open plumeau et fin de la partie. Ronde 7, elle a été dure la ronde 7, hein. La ronde 7, je tombe contre un mec, je vois qu'il maîtrise bien son deck parce que tu vois, les joueurs labyrinthe,
les trois quarts de ceux que j'ai croisés moi, tu voyais, ils prennent le temps de déclarer leurs effets, ils réfléchissent, ils font un temps d'action. Lui, tout ce qu'il faisait, tu sentais que ça allait vite, tu vois. Il savait ce qu'il faisait, dans quel sens il le faisait. Et donc du coup, en fait, c'est moi qui à ce moment-là prenais un temps de réflexion parce qu'il avait justement l'ascendant sur beaucoup de choses et tout ce qu'il faisait en fait n'était fait sans misplay. J'étais dans des situations très compliquées. Donc j'ai mis énormément de temps et et c'est moi qui la prends au time en fait parce que j'arrive à lui coller 100 points de dégâts sur une Lovely inespérée à 30 secondes de la fin et ça suffit à la gagner. Mhm. Donc voilà. La ronde 8, bah, la ronde 8 c'est la plus drôle de mon tournoi. C'est-à-dire que C'est-à-dire que je punch ma main à la 3. Il reste 10 minutes, donc on attend de jouer. Hein. Je punch, je crois, Callbite, TTT, Bell. Donc on est contre Labyrinthe. Hein. Callbite, TTT, Bell, Alerte et Preventer. Mhm. Enfin, de ma main, bah, y a rien à faire en fait. Hein. Donc la réflexion, c'est si je pose un Callbite et que de toute façon il y a de quoi jouer, j'ai perdu. Donc on va essayer de choper une fourniture en end phase. La logique voudrait que si je fais rien pendant mon tour et que je passe avec 5 en main, t'es pas pressé d'activer des choses, Mhm. mais je l'ai attrapé comme ça. Hein. Donc il m'a activé Torbi en end phase, j'ai dit oui. Il m'a activé pardon Cooklock en end phase, j'ai dit oui. Il m'a activé Torbi discard Big Welcome. Le Torbi a pris Call by the Rêve. Fin de la partie. Fin de la partie parce que j'ai draw Diablo Star au tour d'après et bah avec Preventer et alerte en main, c'était gagné. Et j'ai joué contre 5 labs, ouais. 4, 5 labs, ouais. Donc en fait, c'est là que je disais tout à l'heure que mes Cosbell main deck étaient Gucci, alors que Baba était un peu moins enthousiaste sur la carte. C'est-à-dire que bah, voilà, la carte était vraiment très très forte quoi, dans mon main deck. Je me suis retrouvé à gagner des game 1 simplement parce que j'avais Cosbell dans le deck. Quoi. Donc forcément, le rapport au free spot, enfin à la légitimité de la carte dans le deck en main deck est pas le même. Mais objectivement, je pense qu'effectivement, si j'avais croisé un peu moins de labyrinthe en ronde, je l'aurais peut-être pas main deck. Avec le recul. Bon, et puis on va repasser sur la ronde 9, c'est peut-être le moment le plus drôle, enfin le plus drôle, le plus cocasse, Le on plus va dire, surprenant. le plus surprenant. Donc, le machin drôle, c'est on a les pairings de la ronde 9. Baba a son pairing, j'ai mon pairing en même temps, et là je regarde Baba dans les yeux, je fais, mais je suis repéré contre Moondry. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais voir le head judge. Le head judge me regarde, il me dit c'est pas normal. Je dis oui, c'est pas normal. Il me dit ok, on va regarder. Et en fait, t'as deux, trois autres personnes qui se pointent devant le judge et qui disent j'ai le même problème. Le bug KCGN, bah voilà, tu vois, Nadir il vient de dire dans le chat. Et en fait, il dit ok, on va faire un truc. Et en fait, je repars à 30 secondes, mais je reste à côté du bureau, de ça. Mhm. Et là, j'entends le time démarre. La ronde 9 démarre. Je dis mais comment ça? Je vais voir le head judge, je fais du coup, on fait comment? Il me dit bah, tu joues quand même contre lui. Donc je suis re-tagué contre Moonry. C'est peut-être le seul adversaire d'ailleurs de la salle contre qui j'aurais pas voulu être repéré, hein, honnêtement. Mhm. Pas pour le niveau, hein, parce qu'en l'occurrence, c'est en jouant contre des bons joueurs que tu progresses, mais c'est juste parce que bah, je sais comment c'est fini la ronde 4 et je sais ce qu'il jouait et que c'était clairement pas à mon avantage, quoi. Est-ce que tu penses que. Alors, c'est purement une question. Est-ce que tu penses que psychologiquement, le fait de te dire je rejoue Oui, contre Moondry, ça a impacté ton oui, jeu? Ouais. oui, oui. Quoi que je dise, même si je te dis que non, oui. Je suis quasiment sûr même si elle est infime, l'impact il a eu lieu, quoi. Parce que moi, niveau mental, je sais que je suis un peu. Que c'est un axe de travail. Voilà, il y a un axe de travail pour pas dire autre chose. Et globalement, bah, je retombe contre lui. L'histoire drôle dans l'histoire, c'est qu'il me fait ah du coup on rejoue l'un contre l'autre. Mm. Juste à côté de la game, il y a Gabriel Ness contre qui j'étais à côté quand j'ai joué contre Moonry la première fois. Du coup il rigole. Et t'as le judge qui fait bah du coup jouer. Je fais maintenant le time a commencé il y a 2 minutes là. Mettez-moi du temps time Ouais. extension, tu vois. En plus contre un mec, je sais que je vais finir par aller au time potentiellement, donc mettez-moi du time extension. Il me laisse 1 minute, pas deux, hein. Mhm. Il me leur met 1 minute. Donc je sais que quand le timer il est à 0, j'ai encore 1 minute. On commence à jouer, je perds la une parce que je commence, je me prends Exciton, Into Droplet, discard Sulik, Terrain et le Exciton du coup. Je peux rien chaîner donc je me suis fait ouvrir en deux. Il a reposé un board que j'ai pas pu remonter. Euh,
Et la 2, c'est un no match, honnêtement. Voilà. Et on se retrouve dans la même situation où il reste pas 4 minutes, mais il en reste 6 cette fois-ci au time. Mais je me dis qu'en fait, la ronde 4, ce qui s'est passé, c'est que il avait objectivement une mauvaise main. Donc en fait, il pouvait pas énormément jouer. Là, s'il a une main qui combo, je me fais potentiellement reprendre au time, mais de façon un peu plus legit. Mhm. Donc, on commence la partie, je sais que il la perd au time, si tout se passe normalement et enfin qu'il est fair play, quoi, et qu'il n'y a pas de triche ou quoi, je la perds, c'est normal, tu vois, il n'y a pas de problème. Mhm. Il y a un judge derrière, en plus, je me dis, ça va bien se passer, je le laisse commencer. Ouais. J'open, j'ai pas d'entrap, et il commence à jouer. Et là, je vois qu'il met du temps à faire des actions. Donc je me dis, soit il a rien, soit il est en train d'essayer de me stall, mais s'il essaie de me stall, il y a un judge derrière, tu vois. Mhm. Donc je me dis, bon, on attend un petit peu, je regarde le judge me regarde, pas de réaction, ok. Il commence à jouer, il active un truc, il fait des choses dans le vent. Bon, ça après c'est le jeu, hein, t'as le droit, hein. Tant que tu fais des actions dans ton réglementaire qui est correct, pas de souci. Et là, il prend un temps d'arrêt, il reste 1 minute 20 au time, je crois. Et là, il se pose, il réfléchit, il ouvre son grave. Il me demande combien j'ai de cartes en main, il regarde son extra deck, il commence à prendre du temps pour prendre du temps en fait, tout simplement. Mhm. Et si tu veux, là je comprends qu'en fait il va essayer de me la mettre, tu vois. Mhm. Je sais qu'il a rien en main, s'il avait de quoi jouer et faire un board et ensuite de mettre un cowboy à la fin du combo, pas de souci, it's life, aucun problème. Mais là je sens qu'il va essayer de me la remettre. Le judge qui est derrière, donc, qui était un judge, une judge, bon, peu importe, on s'en fout. Je la regarde, je vais. On fait quoi là? Combien de cartes en main? Il doit en avoir 3 en main, je crois. Il n'y avait Non, mais pas de truc tiers, il y il avait t'a posé la question, quoi, alors que t'étais zéro. C'est ça, voilà. Il n'y avait pas grand chose sur le terrain et j'ai pas activé de carte de la main. Donc j'ai toujours 5 en main en fait au final, tu vois. Et je regarde la gueule, elle dit continuez, jouez. Je dis, ok, ouais, bon, super. Continue, continue, continue. Et là il fait ah, je suis désolé, j'avais de quoi jouer, mais normal summon, active Shiren de la main, envoie au cimetière, cowboy, link de sprint, envoie machin, je sais pas quoi. Oh, time, je suis désolé, mec, Oh, bien joué. alors, pour le coup, je peux comprendre ta frustration d'avoir l'impression de prendre le vol. Mais disons juste que s'il avait fait sa main de façon normale, il aurait pu l'étaler sur 6 minutes. Celle-là, il peut l'étaler. Le fait d'avoir Ouais, ouais. Shiren, les meules, Cowboy, d'aller chercher des trucs, de potentiellement faire une fusion, d'amener le sprint, d'envoyer un truc, il peut envoyer une Merly pour refaire Enfin, il peut jouer et il peut faire durer la chose plus longtemps. Donc, techniquement, celui-là, tu vois, j'ai envie de dire, il est peut-être un peu Ouais, plus legit que le premier. Et bon, en fait, en fait, le fait, je pense que t'aies pris 2 fois la même mort sur le même adversaire, sur un truc qui était, enfin, qui était peut-être violent pour toi sur la round 4, puisque bah, littéralement, s'il avait rien et qu'il a fait durer la chose, le fait qu'il te le refasse là, mais d'une façon plus legit, peut-être que tu t'es dit, ah bah, putain, 2 fois de en suite, fait, quoi. Tu vois. ouais, il y a un enchaînement de trucs, il y a le fait que bon, le mental c'est pas trop ça, et j'étais fatigué et un peu sur les nerfs à ce moment-là, donc je l'ai mal pris et je l'ai mal vécu, l'équipe le sait. Euh, mais non, voilà, objectivement, si je prends un peu le recul, pas mal la tech pour gagner 30 secondes, combien de cartes en main, tour 0, ouais, bon, on a dire, voilà. Mais bref. Tout ça pour dire que je pense, et je suis même sûr en fait, hein, que c'était pas les cheats, mais. Mais la réalité, c'est que peut-être que ronde 9, à la différence de la ronde 4, effectivement, en tous les cas, s'il a une main qui joue, il me fait combo, il me colle cowboy au time, mais j'ai rien à dire. C'est juste la manière dont ça a été fait et le fait que tu te rends bien compte, en fait, il a pas de quoi jouer. Et il te le dit en plus, hein. Il te le dit devant le judge à 20 secondes de la fin. J'ai pas de quoi jouer, je vais de cowboy au time, alors que ça fait 1 minute 30 qui fait rien le bouc, tu vois. Donc, t'en es pas caché, en fait. Donc, ça m'a un peu dérangé sur le coup, mais bon, la finalité, c'est quoi? Si je fais le récap de mon tournoi. J'ai de l'os contre un mec qui me la prend au time et je vais dire qu'il me la vole au time parce que c'est pas faux, hein. Je fais une draw contre Seb parce que je peux juste pas dans le temps imparti gagner la 2. Alors j'ai gagné la 1. Et en fait, à partir du moment où j'étais en mesure de jouer contre mes adversaires, bah je les ai fumés en fait. Donc, overall, mon tournoi il s'est très bien passé. Juste, j'ai ça effectivement qui à la fin bah, vient mettre un petit point négatif parce qu'il me bat une deuxième fois, il finit 10ème et moi je suis 43ème avec le top en ligne de mire en me disant pourquoi? Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Après, je Et c'est pense. des points en dehors du jeu, comme on disait tout à l'heure, où il y a le gameplay et il y a tout ce qu'il y a autour du gameplay, quoi. Je pense qu'en plus, jouer contre des joueurs comme ça, même sur.
on va dire, t'enlèves la fin, c'est des games qui sont quand même super intéressantes avec des réflexions, des niveaux de jeu qui sont super intéressants à jouer. Et je pense que des expériences comme ça, même si elles se finissent par un petit point noir, c'est toujours des trucs qui sont bons à prendre. Et comme tu le disais, le jeu se cantonne pas à ce qui se passe sur la table. Le fait que là, t'aies pris des games qui sont comme ça, un petit peu plus durs et un petit peu plus où faut que mentalement tu vois ça tienne, bah c'est des trucs où tu vas retomber sur la situation potentiellement plus tard et où la situation elle va moins t'impacter. Et ce genre de truc, ça arrive à tout le monde, hein. Regarde, je sors de ma game, bon, Baba, il me dit: «J'ai vu, on va pas en parler», effectivement, on va pas en parler, mais quand j'arrive plus loin dans la salle, je croise Ryan. Hmm. Ryan qui était, je crois, à X0 encore ou X1, je sais plus. Il était à X0 à la fin de Avec la X0 septième. et il me regarde dans les yeux, il me dit: «Je vais pas t'expliquer ce qui s'est passé en détail, mais j'étais trop fort pour eux, je me suis pris un décu, quoi». Donc voilà, hein, peu importe, mais bon, c'est comme ça. Après, on va pas donner des théories, des machins, ça, on s'en fout. Mais il y a des trucs qui sont annexes au gameplay et c'est des choses sur lesquelles il faut être averti. Il faut l'avoir vécu une fois, je pense, pour le savoir et être préparé plus ou moins contre ce genre de situation-là. Et c'est pas grave, c'est de l'expérience engrangée aussi à ce niveau-là. Bah, et merci pour vos retours. J'ai trouvé ça super intéressant sur vos match-up. J'aimerais bien on va partir d'un principe. Aujourd'hui, vous rejouez un event de cette taille-là sur le même format. Est-ce que il y a des changements qui arrivent dans vos listes, Baba? Est-ce que tu as des trucs que tu changerais dans ta liste, toi, actuellement, si tu rejoues un match? Enfin, le même tournoi, on va dire que tu rejoues exactement le même tournoi. Tu as des choses que tu améliores ou que tu changes ou la Bah, liste? moi, le spot sur lequel j'ai le plus de c'est donc les belles, mais c'est peut-être plus une expérience de tournoi qu'autre chose, parce que je savais en la mettant en main, enfin, je l'estimais assez polyvalente, c'est pour ça que je l'ai mise en main. Là, je considère sérieusement les cosmiques en main, une spice tech qui a l'air d'avoir du sens en main. Du moins, c'est ce que je teste. Mhm. Et puis, il y a l'extra. À la dernière minute, j'ai mis une baronne à la place de Hitsoul. Là, je suis en train de me demander est-ce qu'il faudrait pas Hitsoul à la place de baronne, voire même les deux. Parce que bon, j'ai pas l'habitude de jouer avec Hitsoul, donc c'est pour ça que je l'invoque jamais. Mais peut-être que s'il était dans mon extra, je l'invoquerais plus souvent. Tu disais Donc, pas juste avant l'event que le Hitsul, parce que moi je te coupe, que juste avant l'event, tu disais que en fait tu l'invoquais potentiellement jamais et tu voyais pas le spot où tu faisais le Hitsul en fait. Parce que moi non plus en fait au ouais, final, mais hein, quand par exemple, donc là, je l'ai mis dans la liste avec Baron ouais. et ce midi, j'ai fait un match dans lequel il est sorti où ça fait Sunlight, Linkuribo dessous, Vera, Sunlight Hitsu, reprend c'est ça, ouais. H, Sunlight, Linkuribo, Hitsul, draw 1 et Hitsul avec un autre monstre, ça fait Appaloosa et voilà. Ouais, why not. Après, je t'avoue que moi, la baronne, c'est pareil, hein, je pense qu'elle est sortie autant de fois que le Hitsul peut sortir sur un event. Je pense que c'est une histoire de préférence aussi, parce que la baronne, j'ai sorti 2 fois dans l'event. La première fois, elle a fait game, et la deuxième fois, elle a scellé une partie au grind parce que j'ai respect une hache adverse et il a rien pu faire, quoi. Mais Moi, ouais, après, c'est pareil. je l'ai pas invoqué, mais je l'ai longtemps considéré, enfin, je l'ai plusieurs fois considéré. Et comme j'avais H et Belle en main, bah justement, je savais que les Belles risquaient d'être mortes. Et donc, j'aimais Ouais. bien l'idée de pouvoir la transformer en baronne. Ouais, ce qu'on n'a pas dit, effectivement, c'est que le deck est quand même un petit peu plus résilient, un peu plus sensible au trap, et que quand tu prends H. Enfin, non, c'est pas exactement ça, mais il y a des moments où tu vas prendre un perm sur tes Diablo Star. Et ça m'est arrivé 2 3 fois. Typiquement, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai norme une Ghost Bell, j'ai fait Baron, et il s'avère que ça a suffi parce que bah l'adversaire il m'a regardé, il a activé un truc, j'ai Baron, il m'a dit à toi, et bah Baron répand Diablo Star au tour d'après, et c'était parti quoi. Donc, grosso modo, les seules choses qui changeraient sur vos listes actuellement, ça serait uniquement les flex Et potes. spots et au niveau de tout ce qui est engine consistency, vous avez été satisfait de votre tournoi. Ouais, la seule Oui, différence qu'on a lui et moi, c'est il reste que j'en joue 2, mais sinon c'est tout. Ouais. satisfait. Après, j'ai recommencé à tester avec un plus gros package Impulse en main. Je sais pas encore quoi en penser parce que ça coupe du coup dans les free spots. Ça, c'est une piste de réflexion. Ok. Et demain, je refais le tournoi. Je change peut-être les belles, quoi. C'est tout. Ok. Bon, donc, ouais, grosso modo, très satisfait de votre liste en fait. Ouais. Ok. Ça fait plaisir à entendre. Alors,
moi, on va s'orienter gentiment vers la fin, puisqu'on n'a plus qu'une petite section à faire au niveau de ce live. Est-ce que vous avez une conclusion à tirer? Est-ce que vous avez on va dire, une attente de la méta qui va arriver avec le Bonfire, avec Fini qui va arriver? Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, quoi, grosso modo, à dire, une petite chose que vous voulez soulever? Enfin, on est ouvert, quoi. Bah. Bah, non, pas grand-chose, puisque les conclusions du tournoi vis-à-vis de la méta ont peu d'intérêt, puisque donc, le format est trop éphémère pour qu'on s'y attarde beaucoup dessus. Et n'ayant pas testé Post-Phantom Nightmare, justement, parce qu'il y avait ce tournoi-là, ça, pas Ouais, la grand-chose même, hein. à dire. J'ai commencé cet après-midi à tester un peu 2-3 choses. Gotti Best Deck. Et voilà, donc non, globalement, je pense que justement, on a absolument pas assez de recul sur quoi que ce soit pour avoir une idée de ce que va donner l'avenir, mais on va s'y atteler dans pas longtemps. D'accord, bah ça me fait très plaisir de parler de tout ça avec vous. Est-ce que aujourd'hui, tiens, on va ouvrir un petit débat parallèle et on va essayer de pas finir trop tard parce que je sais que bah, tu vas pas vouloir te coucher trop tard. Petit débat ouvert, est-ce que vous pensez que les Open sont une bonne chose pour le jeu et pour la course au point? Complète ta question, s'il te plaît. Parce que par rapport à des YCS, avec des YCS ou à la place des YCS? Alors, aujourd'hui, on ne change absolument pas la façon que les tournois ont de pop dans les pays et dans les régions. Il y a toujours le même nombre de YCS et on se dit il y a un Open par pays par an. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est une bonne chose pour le jeu? Je pense. Je pense que c'est une très bonne chose, parce que plus les tournois sont gros, plus c'est signe de santé pour le jeu. Et comme on disait, plus les tournois est gros, plus l'expérience se rapproche d'un IRXS. Alors même ça reste un régio en termes de pricing, ça reste très intéressant pour les points et ça reste un très bon entraînement pour les IRXS qui sont l'endroit où tout compte, quoi. Le seul D'ailleurs, de endroit base, où t'as tout compte. engrangé combien de points ce week-end, toi? Un peu plus de 50, j'ai pas le compte. Bah C'est c'est bien simple, ça, t'as c'est fini cool. 7ème. Ouais. T'as pris 57 points. 64, moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Combien ça en tête? 43e, j'en ai 54. quelques-uns, mais c'est pas relevant, quoi. Euh, alors dans le chat, vous Mais faites les après, deux autres pour Open Hollande et Autriche. Est-ce que vous avez prévu de faire les autres Non, trop loin pour moi. Moi, déjà, le German en venant de Lyon, c'était juste une petite fantaisie que je m'étais fait parce qu'on y allait avec des copains en réalité. Mais non, c'est un peu trop loin pour moi. Après, les Open, c'est cool, mais en termes de niveau, je sais pas ce que t'en penses, Baba, mais on a dit que c'était un gros régio, c'était littéralement. Enfin, si tu dois comparer, c'était littéralement un Wanted en fait, hein. ah bah, totalement. Enfin, c'était les mêmes tournois de deux endroits différents Ouais, c'est ça, en hein. termes de volume, On m'avait vendu en l'Allemagne termes comme de étant niveau aussi. des vrais gros tournois. C'est effectivement des vrais gros tournois, mais en termes de niveau, c'est la même chose, hein. Y a pas de. Ah oui, bah l'essentiel des joueurs reste des joueurs de région, oui. Ouais, c'est ça, hein. Mais ce qui a été un peu le cas aussi en IRXS. Bien sûr, bien sûr. Bah, les premières rondes, c'est souvent ça. Et après, dès que tu commences à arriver sur les premières tables, effectivement, c'est souvent les mêmes personnes. Ça, c'est normal. Alors dans le chat ça dit ça donne la possibilité de skip un ou deux gros tournois ou des sous-perfs une ou deux fois sans avoir perdu de l'avance dans la course vis-à-vis des points. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. En fait, ce qui me faisait soulever la question, c'est que aujourd'hui, faire, on va dire, un top à un open, c'est l'équivalent de ramener un top 32 sur un YCS. Et aujourd'hui, du coup, bah, ça soulève la question de est-ce que la répartition des points devrait pas être modifiée pour ce genre d'événement ou augmenter pour les YCS? C'est plus ça là. Ah, tu prends beaucoup plus. Tu prends autant de points sur le top Baba là qu'en YCS en top 32? Bah, c'est simple, là les points que Baba a fait, Ouais. faudrait que tu aies un goal average positif. Allez, alors on va faciliter la chose. Le premier du German Open, il a fait l'équivalent d'un top 32 YCS. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, enfin, ouais, enfin, je vais parler de niveau, mais c'est très, c'est avec des pincettes, ce qu'on va dire là. Mais ça veut dire que sur des tournois avec un niveau peut-être un petit peu plus bas, en moyenne, t'as moyen de
sortir ton épingle du jeu peut-être un petit peu mieux et plus régulièrement que si tu dois aller parfait en YCS que 4 fois par an pour réussir à choper tes points, quoi. Bah alors si tu veux pousser le vice un petit peu plus loin, l'année dernière, le German Open, il a accueilli un peu plus de 700 joueurs. Le premier, il a pris 78 ou 81 points, je sais plus exactement. C'est Ouais, je sais l'équivalent. plus que le gagnant du YCS. Non, c'est l'équivalent d'un top 16 YCS. Ouais, Parce c'est que C'était qui? énorme. Tu connais son nom? Enfin, c'est quelqu'un connu? je peux te le retrouver, bouge pas. J'ai l'avantage d'avoir toutes les archives. Ah, Il pour paraît que ceux- tu gérais une appli derrière, il paraît. Ah, on va pas parler de sujet qui fâche. Ah. S'il vous plaît. Je te retrouve ça tout de suite. Bah non, parce que j'ai pas tout archivé. Mais ouais, s'il y a pas mal d'open et pas mal de tournois de cette envergure-là et que ça permet en fin de compte de pas avoir l'impression de partir dans un énorme event qui sort un peu du lot et que ça permet quand même de faire la course au point, effectivement, peut-être que pour certaines personnes qui peuvent, pour X ou Y raison, hein, pas se déplacer en YCS ou ne veulent pas ou que sais-je, ça permet quand même de faire participer tout le monde et de donner sa chance à tout le monde pour les points. Donc je pense que c'est une bonne chose quand même. Faudrait que je fouille un petit peu plus sur mon PC, mais j'ai pas Ah le non, truc c'est une sous la main. question Mais aussi. je peux te le retrouver. Non, mais selon moi, le système, il est pas parfait, mais il n'y a pas il y a pas de système parfait, ou en tout cas, on n'en a pas eu jusqu'à présent, parce que le premier de chacun des 5 grands pays européens, ça pouvait être perçu comme assez cocasse aussi. Ouais. Après, le fait est que l'année dernière, à la fin, les 16 premiers, les 16 au playoff, ils sortent pas de nulle part, et le système récompense la consistance et cela, quel que soit le nombre de points qui sont attribués. Alors, si. La régularité, quoi. Déjà, je vais dire merci pour le follow à Taluro. Merci d'avoir follow la chaîne, ça fait plaisir. En fait, je vais juste soulever un petit truc. Alors vous avez peut-être pas forcément le recul sur ça, mais comme tu l'as dit, bon, j'ai géré une appli, il y a des trucs que j'ai vus qui sont un petit peu, on va dire, dommages. C'est que on a tous les ans des très très bons joueurs anglais qui arrivent sur des tops de YCS ou sur des très très gros events. Et en fait, aujourd'hui, les events que les Anglais ils sont trop petits. C'est-à-dire que les plus gros WCQ qu'ils ont en Angleterre, c'est des WCQ à 110, 120 joueurs. Grand maximum. Et du coup, eux, ils Dommage. partent avec un. On va dire, ils partent avec une un vrai handicap sur leur course au point. Et c'est pour ça que tu as des joueurs comme Nets, comme Jessica, comme Alex qui sont. Faire les régionales en Europe, ils n'ont pas le choix. Voilà, ils viennent faire les régionales en Europe parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc du coup, en fait, il y a une inégalité parmi les pays européens qui fait que bah, finalement, les gens que tu vas retrouver sur des, on va dire sur des playoffs, bah, tu pourras avoir un léger changement avec des représentants qui changent un petit peu vis-à-vis d'une année sur l'autre. Parce que tu regardes l'année dernière, il y avait un joueur anglais qui a fait énormément de régionaux en Angleterre et qui a fait des très très bons résultats en YCS. Et alors, il fait 2 top YCS et il top, je crois que c'est une dizaine ou une quinzaine de régionaux. C'est un joueur qui s'appelait Jack McGee. Et ben, il n'a pas assez de points pour ne serait-ce que apparaître dans le classement. Et c'est dommage parce que je pense que le joueur est vraiment bon. Juste, il a fait des YCS où il est sorti en top 64. Suffit qu'il ait un goal average un petit peu bas. Et ben, ça fait que son YCS, il lui a ramené 34 points. Quoi. Et Alors qu'on le rappelle quand même, les 2 derniers champions d'Europe, ils sont anglais, hein, si jamais. Hein. ouais, ils sont anglais. Et puis au-delà de ça, c'est que gagner 34 points sur un YCS, admettons, c'est moins de points que ce qui était à gagner l'année dernière au WCQ de Rennes. C'est pas faux, ça, par contre. Donc, en fait, le truc, c'est que je pense que on a exclu l'Angleterre assez facilement de l'équation, alors qu'ils ont un panel de joueurs qui est quand même super intéressant. Et c'est dommage de pas avoir un équilibre en fait parmi les pays. Et ça, après, c'est à Konami et aux différents distributeurs de venir le gérer. Mais quand tu regardes la taille des WCQ en France et en Allemagne, avec la différence de taille que tu as en Espagne, en Italie et au UK notamment, et bah, tu te rends compte que c'est dommage puisque tu as des playoffs qui pourraient être beaucoup plus intéressants. Et je parle même pas des. Je vais faire des guillemets, mais des sous-pays type tout ce qui va être Danemark, Pays-Bas, tout ce qui va être Roumanie, Grèce. Les Grecs ont un très très bon niveau sur le jeu. Juste, il n'y a pas des events qui sont assez importants ou assez réguliers pour donner une chance à ces joueurs d'accéder aux playoffs. Et c'est dommage parce que c'est des joueurs que tu vois quand même de façon très régulière, notamment les Grecs, sur les tops de YCS. Voilà, c'était. C'est pour ça. Oui, le système n'est pas parfait, mais même on parle des Anglais parce que c'est le plus criant, mais même les Italiens
Même les Italiens, leurs régions sont pas aussi gros que nous. Et on peut d'ores et déjà dire, on sait d'ores et déjà que les 16 au playoff, ils seront très, très, très grande majorité français et allemands. Ça m'étonnerait pas que, ouais, il y a peut-être y avoir les tout meilleurs Italiens qui ont réussi à perfer Italien, sur les Mordanini et compagnie, les 3, Boadini 3, machin, 3 et voilà. YCS. Si le champion national italien en plus top 2 ou 3 YCS, en effet, il passerait, mais sinon, ce sera presque que des Français, des Allemands, Bah, avec qui c'est peut-être même un Luxembourgeois. tu regardes les personnes qui étaient présentes dans le top 16 cette année, enfin dans les playoffs de cette année, énormément de Français, énormément d'Allemands, et tu avais 2 ou 3 Italiens de mémoire qui étaient Mario Aguiro, t'avais Lorenzo Muselli. ouais, Diego Garzelli, Gonzalez et le dernier et c'est Muselli. je sais plus, c'est le gars qui a gagné le national italien de cette année, je crois. Ouais, Muselli, ouais. Et donc du coup, bah, tu regardes, c'est les 3 joueurs qui ont cravaché de ouf, parce que Mario il fait une finale Qui ont le, YCS qui ont le mieux réussi en premier event. Qui ont le mieux et réussi en premier event. ouais, Mario, c'est la et finale de Utrecht, c'est ça? bah, c'est celui contre Vincenzo. Ouais, Donc c'est ça, c'est il joue Thunder, c'est ça? Ouais. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est des joueurs qui, enfin, Vincenzo n'était pas là typiquement. Et je pense que Vincenzo, Ouais, alors ouais. en plus Vincenzo, vous l'avez peut-être pas vu, mais il a fait une saison qui au niveau des WCQ était loin d'être mauvais. La seule chose qui a fait qu'il a pas je pense qu'il a pas pu accéder plus facilement au top, enfin, qu'il aurait peut-être dû avoir sa place, c'est que au niveau de son national français, enfin italien, il a pas fait assez de points, alors qu'il a top. Et je pense que le petit jeu de points qui aurait pu être grappillé s'il y avait eu une vingtaine, trentaine de personnes en plus sur les WCQ, bah, il les aurait retrouvés à ce niveau-là. Ça serait quoi la solution du coup? Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Je pense que c'est un peu trop complexe. Soit créer des capages au niveau des pays et s'assurer que des grosses boutiques puissent organiser des open avec un nombre prédéfini à l'avance, ou peut-être remettre l'ancien système, à savoir les premiers, secondes des grandes nations plus ceux qui font des tops au YCS, les 4 premiers joueurs, mais à ce moment-là tu récompenses pas la régularité et donc du coup tu crées un autre problème. Donc je pense que c'est un point qu'il faudrait étudier, qu'il faudrait peut-être se pencher dessus, peut-être trouver des solutions, parler et voir comment faire. Mais il y a certainement quelque chose à soulever. Il y a certainement quelque chose à soulever parce que c'est dommage de ne pas avoir des représentants comme des Nets, comme des Jessica Robertson, c'est pareil, il y a les frères Zou qui sont des très bons joueurs anglais qui sont pas là. Il y a des gens qui font partie d'une équipe qui s'appelle la Project X7, qui sont une équipe italienne qui ont des très bons joueurs. Je pense notamment à Mirko Zanelli qui est un ancien joueur de la Iman. Enfin, Mirko. on a eu des bassins d'équipes sur ces pays-là. Je pense notamment à la CCG. Qui aujourd'hui, bon, on voit plus, il y a des très bons joueurs italiens. L'Italie a été une très très grande nation du jeu. On pense notamment à ce présentateur iconique qui est devenu. Oh putain, je viens de perdre son nom. Barbieri. Berberi, merci, qui a fait un 17-0 à un YCS. Enfin, voilà, il y a des très très bons joueurs qui, je pense, mériteraient de gagner un tout petit peu plus de points et d'équilibrer un petit peu plus cette accession au playoff. Mais voilà, que mon avis. Eh ben messieurs, merci de ce live. Merci de ce live. C'était un vrai plaisir de passer ce temps avec vous, d'avoir ce petit retour d'expérience. Euh, pour ceux qui veulent, la rediffusion sera sur YouTube. Elle arrivera soit demain, soit après-demain. Je sais pas trop quoi vous dire en termes d'horaire ou de data. Mais je vais vous mettre ça sur les différents réseaux de la chaîne. Est-ce que vous avez des remerciements à faire? Parce que, mine de rien, vous allez peut-être pas faire de profile pour votre German Open. Est-ce que vous voulez faire un petit coucou à quelqu'un? Est-ce que vous voulez remercier des gens? C'est le moment de faire passer vos messages, les frérots. On va remercier l'équipe tout simplement. Comme on disait, il y a beaucoup d'échanges très constructifs tout le temps et c'est très appréciable. Donc merci à tout le monde. Ouais. Cet event-là, ouais, en particulier, ouais, mais même pour les autres, en fait, hein, je pense que l'équipe, c'est peut-être le premier remerciement à faire parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la perf elle est individuelle, mais le travail en amont, il est collectif et il y a tout le monde qui participe de près ou de loin au résultat et ça, c'est fortement appréciable.
Eh bah, merci beaucoup pour ce stream, les reportages post-event. C'est super intéressant à écouter. Cœur sur vous, la RS. Eh bah, merci Thibaut. T'es pas beau, mais t'es très gentil. Thibaut de la MMG? Non, Thibaut de la VH, de la team Ah Victor Hugo. Donc, Ok. donc non, vraiment, Aïe, aïe, vraiment aïe. merci beaucoup. Vous retrouverez le live directement sur la chaîne YouTube. Alors, exceptionnellement, ce soir, je continuerai pas le live après cette petite session de stream parce que j'ai d'autres choses à gérer de l'ordre personnel, donc je suis désolé de pas continuer, mais ça sera pour une prochaine fois. De toute façon, il y a le WCQ de Nantes et le WCQ de Nantais qui arrive ce week-end, donc n'hésitez pas à soutenir. Il y aura des streams très certainement. Nantais, il y a Vince qui le stream, et de mémoire, il y a mince, je pense que Trape va stream Nantes, à confirmer, mais je pense qu'on risque d'avoir un stream. Un stream au niveau de Nantes, donc n'hésitez pas à soutenir l'équipe C'est bien, en plus, avec. c'est bien couvert maintenant à WCQ, c'est parfait. C'est exactement ça. N'hésitez pas à soutenir l'équipe, à mettre un petit follow, ça fait toujours plaisir, ça permet de voir que le travail plaît et le travail vous plaît, à aller suivre l'équipe sur les différents réseaux. Moi, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Vous retrouverez la vidéo et le replay et sur Twitch et sur YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. A plus.